Vous écoutez Lire tu dire, émission littéraire mensuelle sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Lire, L''IRE comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Je reçois aujourd'hui Jean-Pierre Siméon, poète et romancier et dramaturge et critique. Jean-Pierre Siméon est également agrégé de lettres modernes. Il est l'auteur de nombreux recueils de poésie, de romans, de livres pour la jeunesse et de pièces de théâtre. En 2009, sa pièce Philoctète est créée au théâtre dans une mise en scène de Christian Schiaretti avec Laurent Terzieff, et Le Testament de Vanda au théâtre du Vieux-Colombier avec Sylvia Berger dans une mise en scène de Julie Brochen. Il a été membre de la commission de poésie du CNL. Il a collaboré comme critique littéraire et dramatique au journal L'Humanité et à diverses revues de création littéraire, Commune, Jungle, Faites entrer l'infini, Les Cahiers de l'Archipel, etc., etc. Il a créé en 86 la Semaine de la Poésie à Clermont-Ferrand. Il a été directeur artistique du Printemps des Poètes de 2001 jusqu'à 2017, avant de devenir le directeur de la collection Poésie Gallimard. Il est poète associé au Théâtre National Populaire de Villeurbanne depuis 2001. Il a enseigné à l'Institut universitaire de formation des maîtres d'Auvergne, à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, à Sciences Po Paris. Son œuvre poétique lui a valu de nombreux prix, dont le prix Maurice Sèvres en 81, le prix Antonin Artaud en 84, le prix Apollinaire en 94, le prix Mas Jacob en 2006, le prix international Luciane Blaga, le Grand Prix du Mont-Saint-Michel pour l'ensemble de son œuvre. Jean-Pierre Siméon est l'auteur, notamment évidemment, d'un essai « La poésie sauvera le monde » paru chez Le Passeur. Un autre essai, Petit éloge de la poésie, paru en folio dernièrement à 2 €. Donc, vraiment, procurez-vous ce livre. Et donc, Une théorie de l'amour, paru chez Poésie Gallimard. Donc, je le reçois aujourd'hui pour qu'il évoque avec nous ces 3 titres et surtout la poésie. Tout d'abord, je commence avec cette question. En quoi la poésie peut-elle sauver le monde, Jean-Pierre Siméon ? Oui, une belle et grande question, n'est-ce pas ? D'abord, vous avez énuméré tout un tas de faits et gestes. Non, mais peu importe, au fond, j'ai fait beaucoup de choses, c'est vrai, mais au cœur de toutes ces choses, il y en a une seule qui importe pour moi, c'est la poésie. D'ailleurs, tout ce que j'ai pu faire enseignant, enfin, vous voyez, d'écrire des bouquins, ça, c'est toujours dans l'idée que la poésie est une chose essentielle dans une communauté humaine et que c'est un point d'appui essentiel pour le progrès des consciences, n'est-ce pas, pour l'émancipation de tous. Voilà ce que je crois. Je ne crois pas que la poésie est une belle chose à admirer comme ça pour quelques esthètes, pour quelques personnes qui auraient un talent particulier pour ça, que je sais pas quoi, il faudrait être très très fort en littérature pour lire des poèmes. Voilà, tout ça c'est très loin de ma pensée. Moi ce que je crois c'est que la poésie est une force de vie, une manière de penser le monde autre. Et quand je dis, effectivement, j'écris un essai un peu provoquant qui s'intitule « La poésie sauvera le monde ». Évidemment, ça peut faire rigoler les gens sérieux. Eh bien, je pense que les gens sérieux ont tort de rigoler parce qu'il faut changer de sérieux. Parce que leur sérieux à eux, ceux qui rigolent, quand on parle de la poésie, etc., leur sérieux à eux, on voit, ils nous mènent. Le sérieux de ceux qui nous gouvernent, n'est-ce pas ? Oui. Ils nous emmènent dans le mur. Et ça fait des siècles même, on pourrait dire, que c'est ce sérieux-là qui est obsédé de rentabilité, parce que c'est pas nouveau, hein, de fric, d'apparence, ce sérieux-là où il nous mène, bah, dans le gouffre. Donc moi je dis, bah, faudrait peut-être repenser le monde autrement, repenser les rapports humains autrement, le rapport à la nature autrement. Or, voilà ce que je dis, c'est que depuis des millénaires, vous savez, depuis des millénaires, dans l'histoire humaine, il y a toujours eu des poètes. Et depuis des millénaires, les poètes proposent une autre façon de vivre, une autre façon d'aimer, de regarder le paysage, comment je pourrais dire, de rapport à l'autre en général, une autre façon de penser notre présence sur la terre, qu'on ait une foi ou qu'on n'en ait pas, qu'on ait un Dieu ou pas, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans ce monde qui nous est donné de façon un peu mystérieuse, comme ça ? Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble ? On est des milliards, là. Eh ben, cette question, les poètes se la posent depuis toujours.
La poésie est une question perpétuelle de ça, en fond. Elle est le vœu d'une réconciliation humaine. La poésie, elle est lucide. Elle dit le tragique de l'existence. Elle dit la mort, la souffrance. Elle dit la douleur individuelle et collective. Les poètes ont toujours été l'écho des malheurs personnels comme des malheurs de peuple. Tous les grands peuples du monde, d'Asie en Afrique, d'Occident en Orient, tous les grands peuples ont eu effectivement des grandes voix poétiques qui disaient les malheurs de leur peuple et leurs aspirations à la liberté, par exemple. Voilà. Évidemment, la poésie est toujours une aspiration à la liberté. On entend dans tous les poèmes ce besoin de s'affranchir des lois, des codes, des règlements. La poésie est un vœu de tout d'un coup se dépasser toutes les idéologies, toutes les rigueurs morales, vous voyez, tout ça. Voilà. Donc, voilà, moi, quand je dis que la poésie est sur la je veux dire que c'est ce que représente la poésie qui n'a pas été pris en compte. Et que je dis que si on prenait au sérieux ce que manifeste la poésie, pas forcément ce qu'elle dit dans tel ou tel poème, mais ce qu'elle manifeste dans son ensemble, dans l'histoire humaine, si on en faisait le point d'aimantation de notre pensée des choses, de notre pensée du monde, de la relation humaine dans une communauté sociale, par exemple, si on en faisait le diapason, alors peut-être qu'on irait vers le bon chemin. Voilà, on n'irait pas en tout cas dans le gouffre comme on va aujourd'hui. C'est ce que je crois personnellement. C'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu de... bien sûr, la poésie est... n'importe quel poème. Imaginez, un poème, c'est une parole adressée. Celui qui écrit un poème, il l'écrit pas pour lui. Même s'il l'écrit pour lui, il croit l'écrire pour lui, en fait, il le met sur un papier. Donc, à partir du moment où je mets sur un papier, forcément, c'est susceptible d'être lu. C'est-à-dire que sinon, je le garde pour moi, ce que j'ai à dire. Donc, à partir du moment où je mets sur un papier, je l'extériorise. Ça veut dire que c'est un appel à l'autre. Tout poème est une parole adressée à l'autre. Regardez tous les poèmes que vous avez entendus, que vous connaissez. Dans ceux qui nous écoutent, ils ont tous un bout de poème en mémoire, quelle que soit leur origine. Il y a des poètes partout, et des grands poètes partout. Et on en a, dès notre enfance, dans la tête, des poèmes. On en a entendu un peu, pas assez sans doute à mon avis, mais enfin voilà. Et donc, rappelez-vous que tout poème est une interpellation, un appel. Il nous dit, hop là, écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire, en quelque sorte. Et à ce moment-là, on écoute. C'est comme une parole de confiance qu'on nous adresse, car les poètes ne parlent pas comme le bulletin d'information, ils donnent pas de leçons, ils disent pas voilà comment il faut vivre, là, c'est pas le prêche d'un prêtre ou d'un uléma, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire c'est une parole intime mais franche, pleine de la vérité, gorgée de la vie qu'on mène, n'est-ce pas? Une vérité au plus près de ce qu'on vit, de l'expérience humaine, et qui s'adresse à l'autre. Et c'est quand on lit, on répond à l'appel, c'est-à-dire qu'on est dans un dialogue intérieur. Et ces dialogues intérieurs nous nourrissent de jour en jour. Qui passe aussi par un langage, peut-être un au-delà du langage. La poésie permet d'ouvrir le langage. Pour qu'il y ait une parole vraie, il faut un autre langage que le langage ordinaire. Je veux dire le langage que nous utilisons tous, que j'utilise avec vous, que j'utilise partout, moi comme tout le monde, quand je prends le bus ou le métro, enfin, ou quand je vais acheter mon pain. Évidemment, on a besoin d'un langage simple, direct, qui se fait comprendre immédiatement pour dire ce qu'il a à dire, c'est-à-dire pas grand-chose. Au fond, j'ai besoin d'une baguette ou à quelle heure est mon rendez-vous chez le dentiste. Bon, c'est des choses importantes, mais quand même, voilà, relativement peu importantes par rapport à l'enjeu de notre vie, d'accord? Alors, moi, je crois que pour se faire vraiment entendre, et parler des choses graves et profondes et complexes qui nous habitent tous. C'est pas que les intellectuels, tout le monde, le plus simple des êtres, il a toute une complexité, un monde en lui. Alors pour dire ça, pour dire ces choses-là, ce désir qui nous traverse, ces complications, ces contradictions que nous avons en nous, ce grand appel de fraternité, d'amour, nos peurs, nos angoisses, pour dire ça, le langage de tous les jours, il suffit pas. Et ça explique pourquoi il y a des poètes partout depuis toujours. C'est parce que le langage qu'on utilise dans toutes les communautés humaines depuis toujours, depuis l'aube des temps humains, dès qu'il y a eu un langage, le langage utilisé pour la vie de tous les jours, il ne suffit pas. Il ne suffira jamais pour dire ce que j'évoquais là, toutes ces choses qui nous importent. Alors sont arrivés les poètes partout, qui inventent, dans le langage de tous, inventent un autre langage. Alors on va faire notre première pause. On va écouter un extrait de Stabat Mater Furiosa, qui a été publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs en 2013, qui a été monté la première fois en 99, ça je l'ai dit. Et donc là, c'est Agnès Valentin qui a interprété cet extrait, et toute la pièce d'ailleurs, dans Mon petit théâtre sonore. Écoute, et ose regarder mes yeux. Toi, mon frère,
Est-il possible que tu me ressembles? Est-il possible, croyable, admissible, que tu portes un peu de mon geste dans tes mains quand tu égorges, et que mon visage dans ton visage se penche sur la boue écarlate et le cadavre démembré? À travers toi, je serai donc sœur de la chiennerie. Guerrier, tueur, éventreur, tortionnaire, mercenaire, soudard, milicien, égorgeur, reître, combattant, assassin, troupier, bourreau, soldat, violeur, massacreur, chiennerie en tout genre, veulerie. Je n'en finirai pas d'énoncer les galops du cheval sur la poitrine de la terre. Je suis sœur, à travers toi, des chiens qui forniquent, sur le ventre blanc des amoureuses filles aux hanches neuves et femmes vieilles du dernier soir. Ici, mon frère, que tu entendes. Et toi qui passes en traînant la jambe, je ne demande pas la cause de tes pas qui usent le trottoir. Je ne veux ni sourire, ni salut, ni l'heure, ni l'épaule où m'appuyer, ni qu'on me parle. Je sais tout ce qu'on peut dire quand on est un honnête passant qui traîne la jambe dans la rue du jour ordinaire, brutal et mou. Brutal parce que mou comme l'abandon, comme l'édredon mollasse des regrets. Toi aussi, écoute. Je n'ai pas de patience, c'est tout de suite. Quiconque passe qu'il m'écoute, c'est ainsi. Je parlerai comme ça vient, j'implorerai. Mesquine, piteuse, hargneuse, je ferai la pleureuse, la hideuse. J'y mettrai tout le pathétique, drame et tragédie, et le sang à la cerne des mots comme un rimel après les pleurs, dégoulinants, dégoûtants. Ma prière, voilà comment commence ma prière. J'aime que le matin blanc pèse à la vitre, et l'on tue ici. J'aime qu'un enfant courant dans l'herbe haute vienne à cogner sa joue à mes paumes, et l'on tue ici. J'aime qu'un homme se plaise à mes seins et que sa poitrine soit un bateau qui porte dans la nuit, et l'on tue ici. J'aime qu'on bavarde à la porte du boulanger quand il n'y a d'autre souci que le bleu du ciel étendu sous la théorie des nuages, et l'on tue ici. J'aime qu'à quelques-uns on s'ennuie paisiblement à observer le vent dormir sur les toits de la ville, et l'on tue ici. J'aime qu'on bâtisse une fleur pour la fleur dans le loisir insipide du jardin, et l'on tue ici. J'aime que la pierre roule dans la rivière et que cela fasse un bruit de clarinette, et l'on tue ici. J'aime que les heures ne soient que le temps qui passe pour faire les heures, et l'on tue encore ici, encore. Et voilà comment continue ma prière. Êtes-vous là encore? Êtes-vous là, mangeur d'ombre? Je crache sur l'homme de guerre. Je crache sur le guerrier de la prochaine guerre, qui joue aujourd'hui avec son ours en peluche, les ailes des mouches et la poudre rouge et bleue des papillons. Je crache sur l'esprit de guerre qui pense et prévoit la douleur. Je crache sur celui qui pétrit la pâte de la guerre et embrasse son sommeil quand on cuit la mort au four de la guerre. Je crache sur le ruisseau de sang qui tombe des doigts du vainqueur, comme un mouchoir par mégarde tombe au caniveau. Je crache sur celui qui fait d'un corps de femme une chair ouverte, une chair bleue qui était blanche, couverte de guêpes, qui était faite pour le baiser, déchirée, qui était comme une soie pour le soleil. Je crache sur la haine et la nécessité de cracher sur la haine. Homme de guerre, je te regarde
Regarde-moi. Je te dis, regarde-moi. Vous écoutez Lire du Dire, Fréquence Paris Pluriel 106.3, et je reçois Jean-Pierre Siméon, poète, romancier, dramaturge, critique, qui est là pour ses essais. La poésie sauvera le monde, une théorie de la poésie, et puis aussi une théorie de l'amour, et puis le petit éloge de la poésie. Voilà. Alors, nous disions que la poésie sauvera le monde, et vous l'avez démontré, Jean-Pierre Siméon. En tout cas, j'ai dit ma conviction. Vous avez dit votre conviction. Vous écrivez dans La poésie sauvera le monde: telle est la supercherie de nos démocraties. Elles tiennent le citoyen informé comme jamais, mais dans une langue close qui, annihilant en elle la fonction imaginante, ne lui donne accès qu'à un réel sans profondeur, un aplat du réel, un mensonge. C'est le règne d'une logorée qui noie le poisson du sens. Alors, est-ce que lire, écrire de la poésie est un acte de résistance? Ah oui, absolument. Vous voyez, justement, je parle là dans cet essai, comme dans l'autre d'ailleurs, puisqu'ils réfléchissent aux mêmes questions. Qu'est-ce qu'est l'importance de la poésie dans notre vie, et politiquement même. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est politiquement. Oui. Et au sens que la politique, c'est comment on vit ensemble dans une cité. Exactement. Le mot originel, le sens original politique, c'est ça. Hein, c'est qu'est-ce que c'est que la cité, l'organisation de la cité, et qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Et pour moi, la poésie a à voir avec ça. Et ce que je dis dans ces deux essais, c'est que la poésie nous sauve, nous venge et se révolte. Oui. Résiste même, de tout ce pseudo-langage, de cette langue qui a tous les moyens de se diffuser partout, pas ici évidemment, ici on fait entendre un autre son, mais ailleurs c'est toujours le même son de la langue, n'est-ce pas, qui nous vole la réalité. Qui sert à créer du récit. Hein. Il y a partout, et plus que jamais, la domination d'une langue qui est la même partout. Même, si vous voulez, moi je l'ai décrite, cette langue, qui est une pseudo-langue, en fait, si vous voulez, qui n'est pas le français, le chinois, l'ukrainien ou l'anglais. Vous voyez, c'est à travers toutes ces langues-là, il y a la même langue qui s'impose partout, et qui est une fausse langue, qui est une langue qui refuse la nuance, qui refuse la profondeur, qui refuse le temps de réception et de compréhension. Donc, on n'est que dans la surface des choses, on dit les choses au plus simple et de leur évidence première. On sait bien qu'aucune réalité n'est réductible à son évidence première. Et donc, comme le langage qui domine partout, qui nous dit le monde, le langage des informations, typiquement, le langage des hommes politiques, typiquement, c'est un langage vide. Et on le ressent tous, puisqu'on dit ça parle et ça nous dit rien. Avouez que ce langage, on le trouve partout. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu autant de mots, de phrases écrites ou dites. Parce que jamais il y a eu autant de moyens. Les micros, les écrans, les radios, les télés, les smartphones. Enfin, il y a une profusion de langage. Mais c'est ahurissant quand on y pense. On imagine qu'à l'instant où nous parlons, dans tous les lieux de la Terre, il y a des radios, des télés qui parlent, des smartphones qui écrivent, des vidéos, des choses qui circulent sur YouTube. C'est une énorme bulle de langage. Mais ce langage ne dit rien la plupart du temps. C'est un énorme brouhaha. Et qu'est-ce que ça dit de façon vraie, directe, profonde, de ce qui nous importe vraiment, c'est-à-dire de notre destin à chacun d'entre nous et à nous tous ensemble. Ça n'en dit rien. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la poésie. Je disais parce que la poésie est le seul langage qui conteste ce langage-là. Parce que sa logique est inverse à ce langage-là. Le langage dont je parle, langage médiatique, on va dire pour faire simple, c'est un langage univoque, un mot égale un sens, qui est fondé sur le principe justement de la rentabilité. Il faut que je comprenne tout de suite. Moi, j'ai écrit quelque part que ce qu'on comprend tout de suite, c'est ce qu'on sait déjà. Si c'est ce qu'on ne sait pas, alors il faut un petit moment pour comprendre. Et prendre le temps de la compréhension, ça veut dire qu'on est plus près de la vérité. Car rien de ce qui est complexe, c'est-à-dire nos vies, c'est-à-dire les relations sociales, c'est-à-dire le destin de nous tous, rien de ce qui est complexe, et encore une fois, la complexité, c'est le bien de tous, ne peut se dire dans cette langue qui est une langue plate, transparente, qui est une littérale. langue bah oui, bien sûr. Peut-être. C'est la langue dominante aujourd'hui, elle est au service, alors pour le dire comme ça, d'une conception politique et idéologique. D'une léthargie, peut-être. Moi, je pense qu'elle est le moyen de ce qu'on appelle le libéralisme économique, donc de choix politiques. Est-ce que ça intéresse vraiment que les gens comprennent quelque chose ? Voilà, c'est ça. C'est une langue qui nous met dans des comportements de compréhension du monde, de lecture du monde, des comportements passifs, et qui nous oblige à avoir une compréhension restreinte.
Voilà. Puisqu'elle doit être rapide et efficace, immédiate, donc elle est restreinte, elle est petite, mesquine, j'allais dire, une petite compréhension du monde. Et en plus, on nous dit, il y a un sens et pas deux sens. C'est ça. Et oui, regardez, la langue de tous les jours, elle nous dit que les choses sont comme elles sont. Et on peut rien y changer, puisque ce que je vous dis a un sens et pas deux. Alors que la poésie dit le contraire. On parlait de résistance. La poésie manifeste le contraire, puisque tout poème n'est pas... Aucun poème, on va dire plutôt, aucun poème écrit dans le monde depuis que les poèmes existent n'est univoque, n'a un seul sens. Le propre de la poésie, c'est d'être gorgé de sens, c'est de nous laisser mettre du sens. C'est à nous de construire le sens du poème. C'est pas ça une école de démocratie? Moi, je l'ai dit dans la poésie sauve le monde, dans les petites éloges de la poésie, quand on lit un poème, on se construit comme citoyen. Pourquoi ? Parce que quand on lit le poème, on est obligé de construire le sens avec le poète. Il y a un grand poète mexicain qui est mort maintenant, qui s'appelait Octavio Paz, qui disait « La lecture du poème exige l'abolition du poète qui l'a fait naître et la naissance du poète qui le lit. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sens du poème, c'est pas le poète qui le détient. C'est celui qui lit. Et c'est tous ceux qui lisent, puisqu'on est des milliers à lire un poème. Donc, si on est des milliers, chacun y met un sens différent, enrichit le sens du poème. Et c'est comme ça qu'on devrait lire le monde. C'est comme ça qu'on devrait être un vrai langage démocratique. On voudrait que tout le monde contribue au sens et qu'il n'y ait pas un sens unique et obligatoire. Regardez, je suis en train de dire exactement pourquoi la poésie nous enseigne à nous, chacun d'entre nous nous instruit d'une lecture riche, ouverte, pleine de possibles du sens. Plus vous lirez de poèmes, plus vous aurez une capacité à inventer votre propre langage. Plus vous aurez aussi la confiance dans ce qu'on appelle de façon savante, mais on a bien tous le droit au mot savant, Bah oui. la polysémie, c'est-à-dire la multiplicité des sens. Ben oui, la multiplicité des sens, c'est merveilleux. C'est la gage de notre liberté. Si on vous enferme, vous, dans un sens, une carte d'identité, par exemple. On vous dit votre identité, c'est d'être black, c'est d'être queer, je sais pas quoi, ou c'est d'être né à tel endroit, c'est d'avoir tel âge. Donc, si vous avez tel âge, vous aimez forcément telle chose. Alors, on nous enferme dans des micro-identités. Eh bien, la poésie, c'est ce qui fait éclater tout ça. Tous ces enfermements, toutes ces catégorisations, etc., etc. C'est un gage de liberté, la poésie. Qui va à contrario de ce qui est effectivement aujourd'hui asséné aux gens. Oui. Ben, c'est pour ça que je dis que la poésie a toujours été une force de contestation, de liberté, moi je crois, de subversion au sens propre, mais parfois par la douceur. Oui. Un poème d'amour, c'est aussi un poème subversif de mon point de vue. Mais plus que jamais, c'est ce que j'essaie de dire dans mes deux essais, plus que jamais la poésie est une force d'objection, puisque ce qu'elle incarne est l'exact contraire de ce qui nous domine. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, la poésie est une manière... Pour ça que plein de jeunes, par exemple, écoutent la poésie aujourd'hui. Enfin, je peux en témoigner. Je passe ma vie à traverser la France, même l'étranger. Je vais à Lisbonne bientôt. J'étais à Lens il n'y a pas longtemps, ou dans le Lot. Enfin, et partout, je vois des jeunes. Et pourquoi les jeunes s'intéressent à la poésie aujourd'hui, alors qu'ils ne le faisaient pas, peut-être ? C'est que ils sont pas... C'est instinctif. On comprend qu'il y a une marge de liberté extraordinaire dans la poésie, dans le langage poétique. Alors justement, on va faire notre pause et je vais lire un extrait de votre petit éloge de la poésie paru chez Folio. Et donc, c'est un extrait, un petit bout du chapitre qui s'intitule « Éloge de l'émotion », c'est-à-dire de l'émeute. J'essaie de faire entendre ici ce qu'a de radical et d'exigeant cette émotion poétique qu'une considération vénielle de la poésie réduit à contresens, à une palpitation sentimentale ou à la vague sensation d'un beau taux déchu en joliesse. Cette émotion-là, comme l'expose Pierre Reverdy dans son essai justement intitulé « Cette émotion appelée poésie », doit être comprise dans le sens ancien et premier du terme, une émeute. C'est d'une émeute du sens et des sens, en quelque sorte, qu'il s'agit. L'insurrection dans la langue, que j'ai dite, qui l'arrache à sa fonction première de strict énoncé de la réalité objective, et qui donc, de cette réalité, subvertit le sens accoutumé. Elle est faite chez le poète de l'insurrection de sa conscience contre l'ordre tyrannique des conventions de toutes sortes. Pourquoi y a-t-il partout,
depuis toujours, de la poésie plutôt que non. Parce que, pour se faire entendre et comprendre, l'insurrection de la conscience fait émeute dans la langue qui la réprime, ouvrant ainsi un accès imprévu à la part marquante de réel, celle où couve le feu de tous les possibles. De là naît l'étrange nécessité du poème qui, en retour, suscite chez le lecteur une égale insurrection de la conscience dont il portait en lui l'exigence muette, sans l'oser peut-être. Du moins, tout poème offre-t-il à qui le rencontre l'occasion de ce mouvement de conscience, qui est l'élan vers le feu perdu de la vie. On parlait de la poésie, on parlait de cette insurrection poétique. Michaud évoque donc dans le poème liminaire de Face au verrou le piège de la langue des autres. Est-ce qu'on n'est pas à notre époque, donc on en a parlé de communication exacerbée, face à ce paradoxe que la langue devient un outil de fabrication des récits qui occulte toute possibilité d'échange, de partage, de communion, mais aussi de s'approprier son histoire, et l'histoire avec sa grande H dont parle Pérec, et de devenir agissant évidemment dans l'élaboration du sens. Donc ça, on l'a évoqué. Et puis aussi cette question, est-ce que la place du poète est dans la cité? C'est la suite de ça. Ah ben oui, Carole. Pour moi, après tout ce que j'ai dit, on ne peut pas imaginer que je réponde autrement. Voilà. La place du poète est pleinement dans la cité. Alors parfois, ça peut être... la place de la poésie est pleinement dans la cité. En ce qui me concerne, comme poète, je suis un poète citoyen, c'est-à-dire que je suis en même temps poète et en même temps préoccupé de ce qui se passe dans la cité. Donc j'ai eu des engagements syndicaux, politiques, associatifs divers. Et le poète peut ne pas avoir ces engagements-là. Mais la langue, quoi qu'il en soit, ce qu'il écrit a une valeur, une force agissante dans la société. C'est pour ça que je dis que globalement, la poésie doit être au cœur de la cité, de la pensée même politique. Ce que je veux dire par là, la poésie n'est pas un tract, elle ne porte pas de programme, elle va pas dire comment il faut gouverner dans 3 mois ou dans 6 ans, mais elle dit plus que ça. D'abord, j'ai dit qu'elle libérait le langage, et ce dont nous avons besoin pour un vrai projet politique, c'est un langage libre, et que chacun puisse échapper aux déterminations du langage collectif, commun, qui est un langage de domination. Donc la poésie, déjà, elle agit là, de façon modeste et souterraine, mais efficace, c'est-à-dire qu'elle restitue à chacun une liberté dans le langage. Mais la poésie, elle est au cœur de la cité dans la mesure où rien de ce qui est humain n'est étranger au poète. Depuis toujours, les poètes parlent de ce qui nous agite tous. Elle peut parler de la misère, de la pauvreté, elle en parle souvent. Moi, j'ai écrit personnellement des poèmes en écho au soliloque du pauvre de Jean Rictus, qui étaient des soliloques d'aujourd'hui, de SDF, etc., en poème. Hein. Et puis, Prévert l'a fait, il a écrit la misère. Enfin, tellement de poètes, je pourrais en citer plein. Les poètes ne sont pas dans une sorte de, comme on le croit trop souvent, dans une sorte de tour d'ivoire, fermés sur eux-mêmes, à travailler sur le langage. Ils travaillent sur le langage, soit, mais c'est au service, pour moi, de mon point de vue. Après, il y a d'autres points de vue de la poésie, mais pour moi, c'est au service de la communauté humaine. C'est-à-dire, ce qu'ils font avancer dans le langage, même s'ils sont dans leur coin et qu'ils sortent pas, ce qu'ils produisent, leur poésie, est une contestation du langage dominant. Et propose d'autres façons de saisir l'humain, de comprendre l'humain. Et d'ailleurs, ils revendiquent les droits, tous les poèmes revendiquent les droits de l'humain, de chaque humain. Le poème donne de l'importance à ce qui est d'habitude négligé, oublié, réprimé. Un poème, on peut écrire un poème entier sur quoi? Sur un soupir, sur un sourire, sur un sentiment de solitude, etc. Qui, dans l'immense histoire humaine, c'est quoi? C'est un tout petit rien, mais un poète peut en faire un grand poème et accorder de l'importance à ça. Et c'est ça qui fait le prix de nos vies, au fond, ces petites choses dont je parle. Donc le poète parle de toutes les petites choses qui font nos vies, il y accorde de l'importance. Et surtout, il en parle librement. Parce qu'aujourd'hui, là encore, on pourrait parler de la captation par le récit et le langage, des récits qui sont imprimés sur le réel et qui nous obligent à comprendre le réel de telle ou telle façon. Par exemple, j'écris une théorie de l'amour. C'est une provocation, justement. Oui. Parce que, vous voyez, c'est des poèmes, hein.
Je dis bien, c'est des poèmes. Et pourquoi j'ai écrit ces poèmes? C'est en réaction à une chose. C'était, je sais plus quand, c'est pas cette année, parce que j'ai écrit ces poèmes il y a quelque temps, c'était au moment de la Saint-Valentin, ou je sais pas quoi. Alors, on parlait de l'amour. Quand on passait à Saint-Valentin, tout le monde parle de l'amour dans les radios, les télés, etc. Et alors, qui c'est qu'on convoquait pour parler de l'amour? Je vous jure que c'est vrai. Moi, j'entendais des sociologues, des psychologues, des sexologues, des ethnologues, et merde, tous les machinologues du monde. Et pas les poètes. Eh bien, les poètes ne sont pas... Non, voilà. Et si vous voulez, les poètes ne sont pas des experts, ce sont des connaisseurs. Et c'est bien plus beau de connaître que d'être expert. L'expert, il laisse entendre que sa parole est légitime et impérative. C'est lui qui sait. Le poète, il ne sait pas. Et moi, j'ai écrit une théorie de l'amour pour dire, mais les poètes, ils pensent l'amour depuis toujours. Et ils disent leur pensée de l'amour. Ils ont leur petite idée, si je puis dire, de l'amour. Mais chaque poète donne son idée de l'amour. Et c'est l'ensemble des poèmes d'amour qui ont été écrits dans l'histoire de l'humanité. Je vous dis, il y en a chez les Inuits, il y en a chez les Lapons. Mais on n'imagine pas. Tous les poètes, tous les pays du monde ont écrit des poèmes, tous les peuples. Et donc, vous avez des poèmes d'amour. Le Cantique des Cantiques dans la Bible, c'est un des plus beaux poèmes d'amour que je connaisse. Enfin, le chant de Leïla dans la tradition arabe. Vous voyez, on pourra en dire plein comme ça. Il n'y a pas d'histoire de pays, de peuple et de langue sans des poèmes d'amour. Donc les poètes ont produit magnifiques pensées multiples de l'amour. Mais moi, ma théorie, je l'ai exprès intitulée théorie pour dire il n'y a pas que les fameux experts qui peuvent parler de l'amour. Et ma théorie, j'ai dit, c'est une théorie faite de théorèmes tremblants et d'injonctions fragiles. Parce que eux, leurs théorèmes sont sûrs et leurs injonctions impératives. Et moi, je dis, homme poète, je dis la fragilité de mon savoir. Parce que quel serait un savoir autorisé sur l'amour? Chaque amour, chaque instant de l'amour dément ce qu'on croit savoir. L'amour, c'est la surprise perpétuelle. C'est l'échec autant que la renaissance perpétuelle. Donc, c'est ce que j'essaie de dire dans mes poèmes. Et c'est une façon de penser l'amour. Il y a toute une partie de ces poèmes où je réfléchis en poème à ce qu'est le premier baiser, la perte, l'affrontement à la mort, etc. Mais en poème. Donc, c'est pas les autres experts, n'est-ce pas, qui nous parlent d'amour, ils le font de façon froide, si je puis dire, analytique, à distance. Ils ont un savoir conceptuel, comme on dit, c'est-à-dire c'est très intellectuel, très abstrait, mais c'est eux qui nous parlent, qui nous disent comment nous comporter, comment rompre, comment faire la première fois, etc. Et il n'y a pas de vérité là-dessus. Et lisez les poètes, et chez les poètes, vous trouverez tous les 1000 milliards de façons de l'amour, et les plus imprévues. Et donc, moi, je crois qu'il faut s'opposer, et c'est pour ça que je l'ai fait à travers le thème de l'amour, puisqu'on dit, tiens, voilà un thème universel, et ben voilà, s'opposer à ces paroles qui nous enjoignent des comportements. Vous direz dans tous les magazines que vous lisez, sur les trucs Google, Internet, etc., il n'y a pas de jour où il n'y a pas un article qui se balance partout, parce que ça nous vient ça fait ding dans notre appareil, et puis hop, on a un article qui nous dit, voilà comment vous allez faire pour vous divorcer. Enfin, voilà, tu vois. Et donc, on lit ça, et on est soumis un peu à ça, on dit, ceux qui ont raison, il va falloir que je me conforme à ça. Mais non, c'est scandaleux, c'est pas vrai, c'est pas ça la vie. Et lisez les poètes. Parce que les poètes disent tous les moments de l'amour, tous les effets de l'amour, l'érotisme, bien sûr, mais aussi le pur sentiment. Ils disent la perte de l'être aimé, ils disent le désir du jeune ou de la jeune qui aime tout ce qui lui arrive, tout ce qui a envie d'embrasser le monde, d'embrasser tout le monde, si je puis dire, n'est-ce pas? Ou alors qui en a très peur aussi. Mais vous trouvez tout ça chez les poètes. C'est un savoir vrai, parce que nourri de l'expérience, nourri de l'humain. C'est pas un truc conceptuel et froid. C'est une pensée chaude, si je puis dire, chaleureuse en tout cas. Voilà, pleine d'émotions. Qui unit toutes les émotions de l'humain. Je crois. Et quand on parle d'émotions en poésie, vous avez lu tout à l'heure un extrait qui disait ça. Il faut se méfier. C'est pas le petit, comme elle dit, le petit émoi sentimental. L'émotion, il y en a dans la poésie, bien sûr. Il n'y a pas de grand poème qui ne soit pas source d'émotion, mais c'est une émotion forte, c'est une émotion qui bouscule. La poésie, c'est pas une parole anodine et banale. Vous pouvez lire un article dans ceux je parlais d'un expert sur l'amour, ça vous laisse, comme on dit, ça vous fait ni chaud ni froid, au fond. Ni chaud ni froid, ça veut bien tout dire. Voilà. Tandis que qui transcende. Quand vous lisez un poème,
qui est une parole impliquée, une parole humaine, profonde, qui prend des risques parce qu'elle parle à partir de son expérience, alors ça vous fait chaud ou froid. Ça vous fait chaud au cœur ou froid dans le dos. C'est-à-dire que c'est une parole vivante. C'est une parole qui a de la sensation, de la sensibilité, au sens propre, sensation et sensibilité. Nous sommes des êtres de sens, pas des êtres seulement cérébraux. Et nous vivons dans un monde où tout est conceptualisé. C'est terrible, mais le monde qu'on nous décrit à travers les récits, la langue médiatique, etc., c'est un monde froid. Oui. Je dis comment la langue, notre langue, le français, mais c'est vrai de toutes les langues sont dépossédées aujourd'hui justement de leur chaleur humaine. Comment ? Regardez, on remplace des mots qui existent depuis toujours, qui ont une mémoire, par exemple le mot gare, les trains, vous voyez, on remplace tout ça par des pseudo-mots, des mots concepts. On dit plus, j'ai remarqué qu'on disait plus une gare, mais un pôle plurimodal. Vous imaginez, quand je dis gare, tout le monde a le souvenir de gare de son enfance, il a le souvenir du quai de la gare, de baiser sur le quai de la gare, de la salle d'attente, du brouhaha, tout un tas d'émotions qui viennent comme ça. C'est beau, puis il y a toute une émotion là-dedans, il y a des souvenirs contradictoires et tout. Si je dis pôle plurimodal, nom de Dieu, c'est quoi ? Vous voyez ? Bon, et c'est vrai de tout. Je prends cet exemple-là, mais on dit plus un banc, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, on dit plus le banc public, on dit le mobilier urbain. Mais vous voyez comment c'est important ce déplacement-là. C'est ça. Et ça, j'en parle ici parce que ça concerne tout le monde. Ouais. Nous sommes tous, on nous vole le réel en le remplaçant les mots d'habit. Regarde, on disait une maison de vieux quand j'étais jeune. On disait une maison de retraite ou une maison de vieux. Ou même un hospice de vieux, on disait des choses comme ça. Mais des mots qui ont une histoire. Oui. Le mot vieux, ça dit quelque chose. La retraite, ça dit quelque chose à tout le monde. Quand on dit EHPAD, ça dit rien. Non. C'est effroyable. C'est une abstraction pure qui renvoie en plus l'âge, le vieil âge, qui le dépossède de toute son humanité et qui renvoie à vous voyez bien, un concept de logiciel, l'EHPAD. C'est un truc froid. C'est une sorte de mécanisme. C'est contre ça que la poésie se bat. Plus vous aurez de poésie, plus vous irez contre ce langage-là qui nous vole la réalité et notre vie, en fait. Alors, je vous laisse peut-être, sûrement même, si vous le voulez bien, nous lire un extrait ou 2 extraits même d'une théorie de l'amour paru chez Gallimard Poésie. Alors, je vais lire, vous le souhaitiez, je lis le petit prologue qui, au fond, rappelle un peu ce que je viens de dire. Voilà. Mais de façon écrite, là, puisque c'est dans le livre. Je sais bien que, s'agissant de la poésie, qui veut mal de mort à la froideur du concept et à l'esprit de système, ce titre, une théorie de l'amour, semble contrevenir au bon sens. Je tiens cependant que c'est trop rapidement en juger. La vérité est qu'aujourd'hui, plus que jamais, sans doute, la pensée du monde, de la vie et de ses circonstances, otage des machinologues en tout genre, s'asservit pour notre malheur à la souveraineté d'une abstraction qui s'épargne les démentis du réel. Seul objecte à mes yeux à cette emprise délétère ce que la poésie depuis toujours fomente, une compréhension des choses non surplombante, mais impliquée, sensuelle assurément, qui a aussi pour moyen la main et le pied. La pensée dans le poème a du corps, enfin, et c'est le corps du monde, et c'est le corps de chacun. En quoi elle s'accroît d'un souffle, d'un rythme, d'un dynamisme, pulsation du sang et du vent. Le poème réchauffe le concept et soumet la pensée au vivant contre-ordre que recèle la liberté native du réel. Mouvement perpétuel, mort du dogme. Il est temps de repenser poétiquement la vie. Voilà, ça c'est un programme. Et alors je vous lis un poème maintenant. Oui. L'amour est la beauté épargnée par la mort. Il y aurait cette idée qui nous reste dans les mains, après que nous avons, dans l'autre, donné corps à nos désirs. L'amour est la beauté épargnée par la mort aussi longtemps que nous la désirons. Quel que soit le corps de la beauté, pluie d'oiseaux, fenêtre d'un sourire, sommet du cœur. Tout ce qui nous paraît impossible, quand bien même nous en aurions la preuve dans le poème. Tout ce qui de nous et hors de nous nous dénoue de la douleur. Cette idée impossible que perdre, c'est naître encore. Durement, mais encore. L'amour et la beauté épargnés par la mort,
ce qui demeure dans le souffle après que nous avons respiré la beauté, ce surcroît d'air comme une gaieté de matin que la mort du soir n'atteint pas. Merci beaucoup. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, 106.3, Lire du dire, émission littéraire, et je suis avec Jean-Pierre Siméon. Alors, Jean-Pierre Siméon, est-ce que vous pensez que les jeunes, les plus jeunes, les collégiens, les lycéens, lisent de la poésie? Est-ce que vous pensez que les gens les plus démunis, les plus perdus, je veux dire, lisent de la poésie? Et pourquoi est-ce qu'on met pas des encarts quotidiens, un poème du jour dans les journaux, par exemple? Vous savez, Carole, ce que vous dites, là, c'est l'objet de tout mon combat. Depuis que je suis tout jeune, depuis que je suis lycéen, j'ai été lycéen justement, oui. Mais pas après. Je veux dire, mon combat a toujours été de partager la poésie et de faire qu'elle soit le plus largement partagée. Qu'on arrête avec, vous avez dit au début dans mon histoire, dans mon CV, comme on dit, que j'étais agrégé de lettres, tout ça, mais je m'en fous, moi je suis poète d'abord. J'ai un métier j'ai eu un métier. Oui, mais c'est un travail. Voilà. On sait que il faut intégrer une discipline avant d'être libre. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est un long chemin. Vous avez beaucoup travaillé quand même. C'est vrai. Je ne rejette pas le savoir. Moi, j'étais un grand lecteur. Au moins, mon parcours il dit ça. C'est vrai. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas inventer une vraie langue sans d'abord s'être nourri de toutes les langues inventées par les autres, n'est-ce pas? Par tous les poètes du monde dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, oui, je rejette pas du tout ça. Mais ce que je veux dire là, c'est que tout le monde, il faut pas croire que c'est parce qu'on n'aurait pas ce savoir-là, oui, bien ou sûr. les diplômes, etc., qu'on n'aurait pas accès à la poésie. Tout le monde peut avoir accès à la poésie. C'est ma conviction que je dis depuis toujours. Moi, je sais intérieurement l'importance de la poésie, comment ça nourrit la vie, comment ça rend énergie, comment ça nous rend libre. Et je me dis, mais c'est tellement facile que tout le monde s'approprie ça. Il n'y a pas besoin d'être un grand lecteur, etc. La poésie passe beaucoup par l'oral, d'ailleurs. Et puis, vous savez, la poésie, comme j'ai dit, c'est une parole humaine pleine, franche, qui part au plus vrai. Donc, c'est accessible absolument à tous. Moi, vous savez, des grands poètes arabes, par exemple Mahmoud Darwish, qui est un des plus grands poètes du XXe siècle, ou Adonis, qui vit encore, qui est un immense poète du monde arabe. Et je sais que quand il lisait, Mahmoud Darwish est mort, mais Adonis arrive encore, dans le monde arabe, par exemple, il y a des milliers de gens pour venir les écouter. En Amérique du Sud, un poète va lire, il aura des milliers de gens pour venir écouter. Et parfois, dans le monde arabe, c'est parfois des gens, comme on dit, gens modestes, qui n'ont pas fait d'études et qui écoutent une poésie savante, très forte. La poésie de Mahmoud Darwish ou d'Adonis, elle est nourrie de toute la grande poétique arabe, elle est nourrie de la poésie aussi moderne, etc. Et ces gens-là, qui écoutent, qui ont parfois illettrés, il faut le dire, ils sont complètement dans le poème. Ils n'ont pas peur. Et alors, en France, nous avons souvent des malentendus, des préjugés qui nous éloignent de la poésie. On se dit, c'est pas fait pour moi, c'est pour des gens qui ont fait des études, j'y comprends rien, etc. Mais la compréhension, vous savez, c'est une chose très simple, c'est simplement l'attention, c'est d'être ouvert, c'est de se mettre en écoute. Tout le monde a la capacité d'entendre cette langue insolite des poètes, inattendue des poètes, parce que vous la lisez pas avec votre savoir, mais avec ce que vous êtes, à votre mémoire, votre désir, votre cœur, votre sensibilité, etc. C'est ça qui nous fait lecteurs de poèmes. Vous avez tous la compétence de lire tous les poèmes du monde. Il suffit simplement de suspendre le temps, de se mettre dans une écoute qui est une attention qu'on n'a plus aujourd'hui l'occasion de mettre en pratique. Cette attention qui est simplement comme si on était seul devant un paysage, devant la fenêtre ouverte un matin, avec le vent qui se lève et le soleil qui passe dans les nuages. Et à ce moment-là, on est tous, on lit vraiment le monde d'ailleurs quand on est dans cet instant-là de seul, dans le silence, immobile, à regarder. Eh ben, il faut se mettre dans cet état-là pour lire un poème, et je vous jure, tout poème vous parle. Il vous touche au plus profond. On n'a pas besoin de tout comprendre d'un poème, c'est même par bonheur le seul endroit où on a le droit de pas tout comprendre, puisqu'un poème, il est fait pour qu'on comprenne pas tout. Puisque la langue de tous les jours, la langue du maître, la langue des médias, elle est faite pour que vous compreniez tout.
et que vous n'ayez pas de choix. Vous devez tout comprendre de ce qui est dit. Dans le poème, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, pardon ? Et ne pas poser de questions. Et pas poser de questions, alors que le poème, au contraire, vous avez le droit de ne pas tout comprendre. Mais vous pouvez aimer passionnément un poème dont vous ne comprenez pas tout. Par exemple, il y a des gens que vous aimez passionnément, votre ami ou votre ami ou peu importe, et vous pouvez l'aimer passionnément et pas tout comprendre, qui est du mystère. Le mystère n'interdit pas de comprendre. D'ailleurs, on vit dans ce monde, et on peut aimer la vie et sans tout comprendre de la vie. Hein. Bon, donc c'est pareil pour le poème. Tout le monde a droit au poème. Alors vous posiez la question, est-ce que tous les jeunes ou les gens qui sont dépossédés ou d'une manière ou d'une autre lisent la poésie? Mais pas assez, parce eux-mêmes parfois se l'interdisent. Et puis souvent on dit ça va pas les concerner. Et moi je me bats contre cette idée. Voilà. Je vous l'ai dit, je crois que tout le monde, absolument tout le monde, peut être heureux d'un poème et pas seulement heureux, regonflé en quelque sorte. Ça donne une ressource. Moi j'ai dit des poèmes dans tous les milieux, dans tout. Et on fait par bonheur à TD Carmonde, le Secours populaire, etc. Aide les gens, leur donnant à manger, des vêtements, etc. Mais il faut leur donner aussi des poèmes. Bah oui. Parce que ça nourrit une part qui souffre aussi. C'est la part manquante de. Quand j'entends un poème et qu'on me lit un poème, on me rend une dignité. On me dit tu es à la hauteur de ça. Tu es à la hauteur humaine de ça. Et c'est donc rendre à ceux qui sont les plus dépossédés, dont on nie la valeur humaine, c'est leur rendre toute leur valeur humaine. Alors si le poème intervient dans YouTube, comme on dit, ou dans les smartphones, tant mieux. Voilà. Et c'est pour ça que, Carole, comme vous, je pense, parce que je sais que nous pensons la même chose, qu'il faut que la poésie circule partout, qu'elle soit présente. Il faut rien céder sur la poésie. Il faut pas dire, tiens, on va aller dans l'espace public, auprès de gens qui connaissent pas, alors on va leur faire des petits poèmes gentils. Non. C'est les grands poèmes les plus difficiles, mais peut-être difficiles, ils ne sont jamais difficiles. Non. Ils ne sont difficiles que parce que on les écouterait comme on écoute un bulletin d'information. Mais on n'écoute pas un poème comme on écoute un bulletin. Un poème n'est jamais difficile si on prend le temps du silence, de l'écoute, de la générosité d'écoute, d'être ouvert. Comme quand on veut rencontrer quelqu'un, alors on est ouvert, quoi. On a les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, les bras ouverts. Enfin, on est attentif, on est empathique, comme on dit. On se donne. Il faut se donner pour que le poème. Ben oui, mais il y a de partage que s'il y a un don réciproque. Voilà. Donc il faut se donner au poème, comme lui après se donnera à vous. Et donc, je vous assure, et que ceux qui m'écoutaient, tout le monde peut lire, même la poésie d'aujourd'hui, même surtout la poésie d'aujourd'hui, parce qu'elle est dans votre langue, elle est dans vos préoccupations. On a des idées très fausses en disant, mais ça parle d'une manière qu'on ne comprend pas. Mais c'est pas vrai. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui écrivent de la poésie, et donc ils ont lu, donc c'est une langue élaborée sans doute, mais ils parlent au nom de leur jeunesse et de leur temps, avec des images d'aujourd'hui, avec leurs aspirations d'aujourd'hui. Et cette poésie-là, elle est accessible à tous. Voilà. Simplement, quand vous écoutez un poème, sachez qu'il vous demande, et on devrait le remercier de nous demander, il nous demande de faire ce qu'on ne fait pas d'habitude. D'arrêter de courir, d'arrêter de se précipiter et de vouloir un résultat immédiat. Non. Du prêt à penser, voilà. C'est pas du tout ça. Voilà. Alors moi, je vais lire un poème qui est dans votre recueil « Levez-vous du tombeau ». Paru toujours dans la collection chez Gallimard, dans la collection poèmes. C'est un poème qui est dédié à Aimé Césaire, je suppose. Oui, absolument. Salut à toi, Aimé Césaire. Salut à toi, salut. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi comme jamais, ici, aujourd'hui, dans notre îlot de détresse fade, en ce début de siècle qui devrait être un début, donc un pas de vigueur, un œil ouvert à tous les commencements. Nous sommes des finissants harassés, fatigués avant le pas, arc-boutés contre le vent, des preuves noires, du sang versé, de la pensée blessée. Des liens perdus, des soleils éclipsés. Tu disais la torpeur, le torpide, cela m'écrase. Nous sommes les écrasés. Tu disais dans la voix d'un rebelle qui parlait quand les chiens se taisaient. Nous sommes aveugles, aveugles par la grâce de Dieu et de la peur, et tu ne vois rien parmi l'herbe nouvelle? Nous ne voyons rien. Nous avons peur. Nous avons besoin de toi, Aimé Césaire. Nous avons besoin de toi comme jamais, de ta voix, de ta vigueur, de ta parole éruptive, qui monte comme une lave dans la mer.
Nous avons besoin des beautés arrachées de la bourrasque, de la langue révoltée qui met le feu dans la gorge, des rythmes hors d'haleine, des mots gorgés d'arbres de soleil brisés et du vent des mornes, d'une parole charnelle, baignée dans les vagues, lestée de pierres abruptes et qui porte dans son élan vertical la ténèbre, l'oiseau ivre et la mort, l'embâcle et des débâcles crépitantes, les refus nécessaires et la grande levée du jour dans les bouches et les fleurs non pareilles. Il nous faut revenir à toi, Aimé Césaire, retrouver, quand tout tombe, retrouver le langage qui monte, qui érige un désir au-delà des larmes, dans le chant, dans la soif, dans la saveur et la couleur abondante, tu disais « J'habite une soif irrémédiable, c'était dire j'habite la poésie. » Et tu disais ainsi la raison du malheur, la vraie raison de nos malheurs. Nous n'habitons plus ni le corps, ni l'âme, ni la soif. Nous n'habitons plus la lutte que tu disais entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Nous n'habitons plus qu'une lucidité désespérée, sans plus d'espoir, donc ni de ferveur. Nous n'habitons plus la parole, demeure désormais sans fenêtre, sans l'œil du serpent sous la table, ni la rumeur d'abeilles dans les murs. Non, décidément, nous n'habitons plus. Alors, nous avons besoin de toi, Aimé Césaire. Oui, nous avons besoin de toi plus que jamais. Comme de tous ceux de ta trempe, nous avons besoin du poète irrémédiable qui, dans son hymne affranchit d'un coup l'âme humaine de ses esclavages. Il est grand temps de faire retour à la poésie, notre pays natal. Les peuples naissent avec la poésie, disais-tu. Eh bien, ils meurent, cela crève les yeux d'avoir perdu la poésie. La poésie, arme miraculeuse contre la mort et ses mille façons invisibles et ordinaires dans la vie même, la poésie que tu disais conquête par la révolte, de la part franche où se susciter soi-même. Oui, nous avons besoin plus que jamais, Aimé Césaire, de ta foi, persévérante dans la poésie, parole fondatrice et indocile comme mangrove qui réconcilie le rêve et l'action, le rêve et la réalité. Et donc ainsi, seul ferment d'une politique à même l'herbe et la ronce, qui n'oublie pas l'humain, la famille humaine et son champ profond. Ce que nous te devons, Aimé Césaire, est innombrable. Et nous montre le chemin des métaphores où tu disais qu'il faut que l'on marche. Soyons donc avec toi encore et encore, les fils du volcan. Nous crierons comme toi jusqu'à la danse et qu'un rire nous court jusque dans les veines et que rebelles, des violettes, des anémones se lèvent à chaque pas de notre sang. Salut à toi, Aimé Césaire, et gratitude, encore et encore. Nous frapperons le sol du pied nu de nos voix. Nous sommes définitivement avec toi, sous la pluie des chenilles, du côté de l'espérance. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3, Lire du dire, émission littéraire, et je suis avec Jean-Pierre Siméon pour évoquer la poésie. Ces deux recueils, Une théorie de l'amour et Levez-vous du tombeau, et ses essais, Petit éloge de la poésie et... La poésie sauvera le monde. Voilà, je voulais que vous le disiez. Alors, on a évoqué la poésie, son pouvoir salvateur, son pouvoir libératoire sur nos semblables, dans le partage de ce qu'il y a de plus beau chez l'humain, c'est la liberté, la liberté d'être et de communier. Vous avez été cette année le parrain de l'édition 2020 des Journées Poète-Poète de Sabine Venaruzzo à Nice. Et dans sa périphérie, il y a beaucoup d'autres manifestations qui proposent, comme le marché de la poésie à Paris, le festival de Montsartou, Sète, enfin il y a beaucoup de... La poésie est dehors. La poésie va
dans les rues, j'aime bien dire dans la cité, parce que ça veut dire ce que ça veut dire, auprès des gens. Est-ce que vous pensez que elle peut comme ça toucher plus de monde, manifester son pouvoir de partage, de communion et de restitution d'une perception authentique du réel? Absolument, absolument. Et il faut que la poésie sorte. Il faut qu'elle passe par la voix, il faut qu'elle passe par le corps. Moi, je suis un homme du livre et j'aime le livre. Et je pense que j'espère que tout le monde un jour aura un livre de poésie dans sa poche, par exemple, ou sur sa table de nuit. Parce que le rapport qu'on a avec le livre et le poème dans le livre, c'est un rapport formidable. On est libre, on est seul, on peut passer 1 heure sur 3 vers, on peut se le dire à haute voix. Enfin voilà, c'est très beau la lecture dans le livre. Mais pour que la poésie soit partagée par tous, pour qu'elle touche les gens qui en ont peur, qui croient que c'est pas pour eux, etc., eh ben, il faut aller dans la rue. Il faut que la poésie aille sur les murs, aille sur les vitrines. On écrit parfois des poèmes sur les vitrines. Oui, moi, je suis d'une génération c'était mon engagement très jeune, qui était politique aussi, mais la culture partagée par tous. C'est une pensée qu'on a malheureusement trop marginalisé. Aujourd'hui, dans les élections présidentielles, qui a parlé de la culture, par exemple? Personne. Hein. Et donc, je pense que c'est essentiel. Et je suis de cette génération j'avais commencé cette phrase, je vais la finir, qui a été un peu partout avec les livres de poèmes pour les lire. On est allé dans les campagnes, dans les cités, partout. Et on est nombreux à avoir fait ça. Moi, j'ai dirigé le Printemps des poètes, mais avant, j'avais créé une manifestation, la Semaine de la poésie à Clermont-Ferrand dans les années 80. Mais tout jeune, j'avais créé d'autres choses comme ça. Et l'idée, c'était, il n'y a pas de raison de croire que la poésie, c'est pour quelques-uns. Et il faut faire confiance dans la poésie, il faut faire confiance à chacun. Donc, il suffit de manifester le poème dans l'espace public. Et il y a 1000 façons à inventer. Moi, je pense que on invente tous les jours de manière de transmettre des poèmes. On a fait des contravations poèmes. Moi, je me rappelle d'une comédienne qui allait sur les places du marché. Elle faisait tirer des petits papiers aux gens. Sur le petit papier, il y avait un titre d'un poème. Et quand il tirait le papier et qu'il disait le titre, eh ben, elle disait le poème qu'elle savait par cœur. Parce qu'elle avait appris 50 poèmes par cœur, quoi. Et cette manière d'entendre le poème-là, on l'attend pas. Avec des comédiens, par exemple, à Paris, il y avait des jeunes comédiens, apprentis comédiens. On allait sur les terrasses de bistrot et on s'arrêtait. Les gens étaient en train de boire une bière, discuter du match du PSG, je sais pas quoi, peu importe. Et hop, on arrivait devant eux et on leur disait un poème. On leur disait même, attention, on va vous lire. Non, on arrivait, on les regardait, ils se taisaient parce que c'est un individu, ce gars ou cette fille qui arrive, là, on se demande. Et puis, au lieu de leur raconter quoi que ce soit, on leur disait un poème. Et les gens étaient heureux, ravis, ils en redemandaient. Donc, je donne quelques exemples comme ça. Il y a 1000 façons simples de véhiculer la poésie. Au fond, il ne s'agit pas de l'imposer. Il ne faut jamais dire, attention, garde à vous fixe, asseyez-vous, je vais vous lire des poèmes, et puis assommer les gens pendant un quart d'heure avec des poèmes. Non. Même moi, je ne peux pas écouter longtemps de la poésie, ça demande une vraie écoute. Ça demande ce que j'appelais tout à l'heure, cette générosité d'écoute. Donc, soyons simples, arrivons, sans chichi, sans mise en scène, on dit le poème comme on parlerait vrai à quelqu'un. Et les gens disent toujours merci. Donc oui, la poésie, il y en a partout. Je veux dire, on a été nombreux à nous battre pour ça. Et aujourd'hui, c'est pris. Il y a plein de jeunes qui ont pris le relais. Et il y a plein de choses partout. Il n'y a pas une ville de France où il n'y a pas une manifestation de poésie. Surtout au moment du Printemps des poètes, c'est ce qu'on voulait. Oui, il y a beaucoup moi, quand j'ai dirigé le Printemps des poètes, j'ai dit je travaille pour la disparition du printemps. C'est-à-dire, je voulais qu'il n'y ait plus besoin du printemps, que ce soit les 4 saisons de la poésie. C'est-à-dire que, et ça, on y arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis sûr que ce soir, pas loin de chez vous, il y a un truc, un poète qui parle, une librairie qui accueille un poète, un spectacle avec de la poésie, un chanteur qui dit un poème. Par exemple, il y a de plus en plus de chanteurs qui utilisent la poésie. Ouais. Il y a et puis des slameurs qui revendiquent vraiment la poésie, etc. Moi, je suis très fier dans le livre dont vous avez lu un extrait tout à l'heure, Levez-vous du tombeau. Il y a le poème qui s'appelle Levez-vous du tombeau, justement, qui a été dit par les Têtes Raides, vous savez, le groupe des Têtes Raides. Voilà. Dans leur dernier album, dans leur spectacle, Christian Olivier, le chanteur des Têtes Raides, il dit ce texte. Alors moi, j'en suis très, très fier. Parce que je suis très heureuse, au-delà que de ma fierté personnelle. Je suis très heureux parce que la poésie arrive là, voilà, dans un groupe rock, etc. Et il a pris le poème tel qu'il était, mais il a mis sa musique et son ton et son rythme. Et c'est formidable. C'est comme ça qu'on sort des préjugés et des malentendus. Tout le monde peut entendre cette parole autre qu'est la poésie. Merci beaucoup d'être venu nous parler du poème, de la poésie, de cet immense espoir pour nous demain.
Voilà. Merci beaucoup, Merci, Jean-Pierre Carole. Siméon. Merci beaucoup.